Depuis le 30 novembre 2024, les titulaires de passeports ordinaires français se rendant en Chine pour une durée maximale de 30 jours et pour les motifs de commerce, de tourisme, de visite familiale, de visite d'échange ou de transit sont exemptés de visa. Que faire et que voir en Chine? Par où commencer pour organiser un tel voyage? Entre les incontournables et les détails pratiques, planifier son séjour peut vite devenir un casse-tête. Dans cette série de vidéos, je vous emmène avec moi pour découvrir mon itinéraire en Chine, mes meilleurs conseils et les erreurs à éviter. Que vous rêviez de partir ou que vous soyez en pleine préparation, ces vidéos sont là pour vous inspirer et vous guider pour faire de vos vacances en Chine une expérience inoubliable. Avant de continuer, bienvenue dans l'espace de la Maison Neuf, un espace dédié au développement personnel à travers l'astrologie et le voyage. Si vous aimez ce contenu et que vous souhaitez en voir plus, vous pouvez me retrouver sur mon blog et mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Dans la description, vous trouverez aussi le lien vers le logement que je vais mentionner dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je réponds à tout le monde. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai choisi de partir en Chine parce que je rêvais de vacances en Asie. Ayant déjà exploré des destinations très populaires comme la Corée du Sud et le Japon, j'avais envie de découvrir un pays moins prisé par les voyageurs, loin des tendances actuelles comme la Thaïlande ou Bali. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il était possible à l'époque de visiter la Chine sans visa pendant 15 jours. Une opportunité parfaite pour explorer un pays immense, environ 18 fois la taille de la France, avec ses paysages variés, ses sites historiques à voir au moins une fois dans sa vie, et sa culture riche. La Chine s'est imposée comme une évidence, et croyez-moi, il y a tellement à voir et à faire que 15 jours ne sont pas suffisants. Je suis allée en Chine avec une amie, donc il se peut que des fois je dise je ou encore on ou nous, pour nous désigner toutes les deux. Mon voyage a commencé à l'automne et plus précisément en octobre. On est parti 20 jours pour faire un road trip Pékin-Shanghai, Guilin-Hong Kong, car à ce moment-là, on ne pouvait passer que 15 jours en Chine continentale. Notre planning, c'était 5 nuits à Pékin, 5 nuits à Shanghai, 4 nuits à Guilin et 4 nuits à Hong Kong. On est parti début octobre de Paris, direction Pékin avec Air France. Comptez environ 12 heures de vol. Lors du vol, le personnel nous a remis un papier à remplir pour le contrôle aux frontières et si on ne vous distribue pas ce papier pendant le vol, il est disponible à l'aéroport, donc pas d'inquiétude. À notre arrivée, l'aéroport de Pékin était très calme, il y avait personne dans l'aéroport à part le personnel qui y travaillait. À l'arrivée, on arrive dans un couloir où il y a plein de machines automatiques dans lesquelles on doit enregistrer nos empreintes. On rentre notre passeport et en fait la machine nous parle dans notre langue. Donc ici, la machine nous a parlé en français, nous a donné des instructions en français, on a pu enregistrer nos empreintes très facilement. Ensuite, direction le contrôle frontière. Là, on a dû faire la queue environ une demi-heure, 1 heure pour passer. Et quand on est passé, en fait, pareil, il y a une machine qui vous parle automatiquement dans votre langue. On a dû réenregistrer nos empreintes et enregistrer notre visage. À aucun moment le garde ne nous a posé de questions parce qu'en fait, on avait préparé notre voyage, donc il pouvait tout voir à partir de notre passeport, que ce soit les réservations d'hôtel, les réservations de train, quand est-ce qu'on rentrait dans le pays et quand est-ce qu'on sortait du pays. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comment préparer son voyage en Chine parce que grâce à toutes les étapes que je vous décris dans cette vidéo, en fait, on est passé très rapidement et très facilement et le garde ne s'est jamais adressé à nous. Une fois qu'on a passé le contrôle aux frontières, on est allé récupérer nos valises et on est allé chercher un taxi Didi directement. Donc Didi, c'est l'application pour commander des taxis. Pour ma part, j'ai utilisé l'application Didi via Alipay parce que j'avais déjà préenregistré ma carte bancaire, donc ça facilite la commande du taxi. L'application Didi, elle fonctionne comme l'application Uber, donc vous choisissez le lieu où vous voulez aller. Vous pouvez faire une recherche par lieu, ce qui est vraiment pratique. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'adresse exacte de là où vous voulez aller. Vous pouvez rechercher le lieu, vous cliquez dessus, vous le sélectionnez, il vous donne une estimation du temps de trajet, du prix. Et après, à vous d'accepter le type de taxi que vous voulez et le prix qui vous semble bien. De mon expérience, la course, elle est acceptée dans la minute. Dans la minute, j'arrivais à trouver un taxi et le taxi il était généralement là dans les 5 minutes. C'est un service qui est très efficace et grâce auquel on peut surmonter l'obstacle de la langue, de devoir chercher son chemin. Donc, c'est vraiment très pratique et très bien pensé. À partir du moment où on est monté dans le taxi, on a mis environ 30 à 45 minutes pour rejoindre notre hôtel. La course, elle nous a coûté environ 8 €
pour une trentaine de kilomètres, ce qui est vraiment pas cher. À titre de comparaison, si on prend un taxi Paris-Aéroport, c'est environ 50 € la course pour une distance similaire. À l'arrivée, par contre, avec l'application Didi, il faut bien penser à valider la course pour que le chauffeur y soit payé. Et de toute façon, si vous avez oublié, il vous faudra le faire avant de pouvoir commander un nouveau Didi, un nouveau taxi. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, l'hôtel, l'hébergement. Alors, on a choisi un hôtel. L'hôtel s'appelait Landpark Prime Hotel. Et on l'a choisi parce que c'était un hôtel rénové qui proposait un bon rapport qualité-prix, qui était bien situé, calme, confortable. Il a une piscine intérieure, une salle de sport. Tous les jours, on nous mettait de l'eau en bouteille pour boire. L'hôtel héberge aussi un restaurant Michelin. Le seul point négatif de cet hôtel, c'est qu'il n'y a pas de laverie, donc on peut pas faire sa lessive quand on le souhaite. C'est dans cet hôtel qu'on a trouvé le personnel qui parlait le plus anglais, ce qui nous a quand même facilité notre arrivée en Chine. Et maintenant, je vous laisse avec quelques images de l'hôtel. L'hôtel est localisé dans le quartier de Wangfujing, en plein cœur de Pékin et à proximité des attractions comme la Cité interdite et la place Tiananmen. La localisation, elle est idéale pour visiter la ville sans passer trop de temps dans les transports. L'hôtel est aussi proche de la rue Wangfujing, qui est l'une des rues commerçantes les plus célèbres de Chine. On y trouve des magasins comme Apple, Jordan, NBA, Lego, McDo, Rolex, etc. On se croirait vraiment à New York. On y trouve aussi de nombreux restaurants. Et c'est d'ailleurs dans cette rue que j'ai trouvé le seul centre commercial de tout mon séjour en Chine qui proposait du shopping tax-free. Moi, j'étais à la recherche d'un magasin G parce que G, c'est une marque chinoise, donc je me suis dit pourquoi pas acheter local. Et je cherchais la G Osmo Pocket 3. Je suis tombée sur le magasin G de la rue Wangfujing. Il est dans un centre commercial. De mémoire, c'était le centre commercial Beijing APM, c'est le nom qui a marqué sur Google. Ce magasin avait le macaron bleu sur sa devanture qui indique qu'il fait du tax-free. Mais bon, la caméra est en rupture de stock dans tout le pays, donc j'ai pas eu ce que je voulais. Vous me direz, pourquoi est-ce qu'on a choisi un hôtel comme hébergement en Chine? Alors tout simplement parce que quand on a planifié notre séjour en Chine, on a opté pour l'hôtel comme mode d'hébergement pour plusieurs raisons. À commencer par le fait que Airbnb est très peu développé en Chine, voire inexistant dans certaines régions. Mais ce choix va bien au-delà de cette contrainte, parce que tout simplement, les hôtels, ils offrent une simplicité et un cadre structuré qui sont particulièrement appréciables lorsqu'on voyage dans un pays où la culture, la langue et les habitudes peuvent être très différentes de la nôtre. Ensuite, il y a la facilité de réservation et les services inclus. Réserver un hôtel en Chine, c'est très simple grâce à des plateformes internationales bien établies comme Booking, Trip.com ou encore Agoda. Les hôtels offrent généralement des services standardisés comme la réception ouverte 24 heures sur 24, un service de ménage quotidien et parfois des équipements utiles comme une connexion Wi-Fi, des adaptateurs électriques ou des plans touristiques. Ensuite, l'avantage de l'hôtel, c'est que c'est un soutien quand même qui peut être précieux pour les voyageurs étrangers. Le personnel des hôtels, en particulier dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai, ils parlent souvent un minimum anglais, ce qui peut être une vraie aide quand on parle pas mandarin et qu'on a besoin d'organiser des excursions, de réserver des taxis ou encore pour résoudre d'éventuels problèmes logistiques liés à notre séjour.
Et ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé, mais je vous le raconterai plus tard dans un autre épisode. Ensuite, l'hôtel, c'est quand même un cadre sécurisé et professionnel. Les hôtels, ils sont soumis à des normes de sécurité et de propreté, ce qui est rassurant dans un pays où les standards peuvent varier selon les types d'hébergement. Et ensuite, on n'a pas à se soucier de détails imprévus comme l'enregistrement complexe d'une location privée ou des complications avec des propriétaires locaux. Et enfin, les hôtels, ça offre quand même de la flexibilité et du confort. Contrairement à d'autres modes d'hébergement comme les auberges ou les locations privées, les hôtels permettent une plus grande souplesse dans les horaires d'arrivée et de départ, même au niveau de la réservation. Et enfin, ça offre aussi un confort supérieur, particulièrement après une longue journée de visite, un lit bien fait, une salle de bain privative, nettoyée, et même un petit déjeuner inclus, des fois, ça fait du bien, quoi. En gros, pour moi, en Chine, prendre des hôtels, c'est vraiment faciliter son voyage. Voyager dans un cadre qui est, entre guillemets, fiable, avec des services standardisés. Et ça permet comme ça de se concentrer sur l'essentiel, ce qui est explorer, découvrir et profiter pleinement de son séjour et ses vacances. Enfin, dernier point que j'aurais dû aborder plus tôt, c'est pourquoi avoir choisi de partir en Chine à l'automne. Alors déjà, pour échapper au froid français, mais aussi parce que l'automne est sans doute l'une des meilleures saisons pour visiter la Chine. Entre les paysages automnals, le climat agréable et l'affluence raisonnable, cette période de l'année offre de nombreux avantages qui rendent le voyage encore plus agréable. Alors l'automne, qui s'étend généralement de septembre à novembre, offre des températures modérées, bien plus confortables que les étés étouffants ou les hivers rigoureux de certaines régions. Dans la majorité des destinations populaires, donc Pékin, Shanghai, Xi'an, vous profitez d'un climat qui est doux et agréable, parfait pour des visites prolongées en extérieur sans souffrir de la chaleur ni du froid. Ensuite, l'automne, c'est une période relativement calme pour le tourisme en Chine, à l'exception de la Golden Week, la première semaine d'octobre, où les Chinois voyagent beaucoup. Bien sûr, nous, on avait oublié ce détail, on est arrivé en plein milieu de la Golden Week, mais bon, on s'en est rendu compte assez rapidement pour pouvoir adapter notre programme et pour pouvoir ne pas être impacté par la Golden Week. Et surtout, hors période de Golden Week, les vols et hébergements sont souvent moins chers en automne. En plus, c'est une saison marquée par plusieurs fêtes et événements traditionnels en Chine, comme la fête de la mi-automne. Cette célébration, qui est aussi appelée fête de la Lune, est une excellente occasion de goûter aux célèbres gâteaux de lune, les mooncakes, et de découvrir les traditions locales. En plus de tout ça, nous, on est tombé le mois anniversaire des 75 ans de la République populaire de Chine. Donc, il y avait aussi des installations spéciales, mais voilà, c'était un événement qui était surtout visible à Pékin. Voilà, on est arrivé à la fin du premier jour en Chine et de ce premier épisode. Dans le prochain épisode, je vais vous parler d'Universal Studios Pékin, comment y aller, comment acheter ses billets, est-ce que ça vaut le coup, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce parc. Si vous aimez cette série et que vous souhaitez voir la suite, alors abonnez-vous et likez cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je réponds à tout le monde. Et moi, je vous dis à bientôt.